Comment un drone fait pour exécuter parfaitement les ordres que vous lui envoyez, pour que chaque mouvement de stick soit parfaitement exécuté? Comment lutte-t-il contre les perturbations extérieures? Si vous vous posez ces questions, le tune n'est pas très loin. Le tune d'un drone lui permet de réagir instantanément aux ordres que vous lui envoyez, sans retard, sans surréaction et sans instabilité. Et là, on ne discute pas d'un détail sans importance. Un drone qui vibre va gâcher votre plaisir de voler et ruiner vos moteurs. Betaflight propose des paramètres par défaut et des presets qui sont largement suffisants pour la plupart des pilotes. Ce qui veut dire que la plupart du temps, les pilotes utilisent des presets clés en main. Ils ne vont pas chercher à retuner par-dessus. Et même si votre gabarit de drone n'a pas beaucoup de choix de presets, en cherchant un peu, vous trouverez votre bonheur au sein de la communauté. Le tuning n'est donc pas obligatoire, surtout après avoir installé un preset et que vous ne ressentez aucun désagrément pendant vos vols. Cela dit, même si tout fonctionne parfaitement, il peut être intéressant que vous vous intéressiez au sujet parce que ça va vous permettre d'approfondir vos connaissances sur le domaine et d'avoir une meilleure maîtrise du domaine du FPV. Et le jour où vous tomberez sur un drone un peu capricieux, vous aurez des outils et des connaissances pour pouvoir traiter les problèmes. Il y a deux grands chapitres dans le tuning, l'asservissement et le filtrage. L'asservissement, c'est ce qui permet à un système piloté de pouvoir se déplacer comme on le souhaite. Il ajuste les moteurs pour pouvoir combler les déséquilibres, maintenir l'orientation et exécuter les ordres du pilote. C'est un étrange l'asservissement parce qu'on n'a pas l'impression que c'est un problème. Nous, avec nos mains, dès qu'on manipule les objets et qu'on les déplace, on fait de l'asservissement. Sauf qu'on est tellement bien câblé pour faire ça que là, je suis en train de le faire sans réfléchir plus que ça. Sauf qu'un pauvre petit ordinateur qui est là-dedans, lui, l'asservissement, il sait pas comment faire, faut lui expliquer. Dans le cadre du FPV, c'est la méthode du PID qui est utilisée. P pour proportionnel, I pour intégral et D pour dérivé. Le P, c'est pour la réactivité du drone. Plutôt que d'avoir ça, on veut ça. I, c'est pour la précision. Je tiens un cap, je veux pas qu'il vibre, je veux qu'il soit fixe. Et D, il est là pour contrer les dépassements. Donc là, je veux pas que mon drone fasse ça, je veux qu'il fasse ça. Le P réduit l'erreur en appliquant une correction proportionnelle à celle-ci. Si je veux rejoindre le plat mais que mon drone est comme ça, le P aura beaucoup d'autorité pour revenir replaquer l'ensemble. Par contre, si l'erreur est plus petite, comme celle-ci, le P aura beaucoup moins d'autorité. Et du coup, il est moins efficace pour traiter ce genre de petites variations. C'est là que le lit intervient. Lui, il cumule l'erreur au cours du temps. Donc même une petite erreur, sur la durée, elle sera efficacement corrigée. Et du coup, j'ai un drone qui va pouvoir maintenir sa position. Ensuite, on a le D qui, lui, ne va pas regarder l'erreur, il va regarder la vitesse de variation de cette erreur. Si mon P a beaucoup d'autorité, il va balancer l'ensemble vers la position. Sauf que, quand je vais arriver sur la position, j'aurai une vitesse non nulle. Et du coup, il y a de grandes chances que je la dépasse. Et du coup, il faille corriger dans l'autre sens, etc., etc. Et finalement, je vais osciller autour de ma consigne. Du coup, je vais avoir un drone qui va faire un truc dans ce genre. On n'est pas fluide. Mon P a trop corrigé, il a corrigé trop violemment. Et du coup, mon drone est embarqué. Le D, lui, va calmer ça. Il va calmer cette vitesse de correction pour qu'au final, mon drone, il arrive sur la consigne, sans dépassement. Bon, voilà, on a expliqué à notre drone comment faire de l'asservissement. C'est bon, il n'y a plus qu'à lancer le machin. Eh ben non. Le PID a un gros défaut. Il est sensible au bruit. Et le gyro à l'intérieur qui envoie toutes les informations sur les mouvements du drone est très sensible et peut envoyer des hautes fréquences. Du coup, le PID va chercher à corriger toutes les fréquences qui va lui passer sous la main. Et là, on va avoir du gros n'importe quoi. Le PID va envoyer des consignes au moteur pour corriger des hautes fréquences alors que les moteurs sont faits pour des basses fréquences. Donc les moteurs vont paniquer, il va chauffer, il va cramer, vous allez tout péter. Donc avant d'utiliser la boucle PID, il faut s'occuper du filtrage. Pour faire simple, tout ce qui est au-dessus de 100 Hz, faut le dégager. Parce qu'on n'est plus sur des mouvements de drone, mais sur des vibrations. Et ça, faut pas que ça rentre sur la boucle PID. Sinon, on va tout cramer. Deux contraintes avec le filtrage. Réduire les vibrations parasites du drone pour un bon fonctionnement de la boucle PID, le tout dans un minimum de temps. Donc le défi ici, c'est de mettre suffisamment de filtres pour le bon fonctionnement de la boucle PID, mais ne pas en mettre trop non plus, sinon vous allez tout brider. Votre boucle PID et votre drone surtout. D'où la fameuse problématique, dois-je réduire mes filtres ou augmenter mon PID? On va commencer par parler des filtres, car sans eux, la boucle PID ne peut pas bien fonctionner. L'objectif est de baisser ce temps de filtrage en dessous des 8 boucles PID. Au-delà, les performances commencent à se dégrader. Alors rien de bien grave, mais au-delà de 16 boucles, ça devient compliqué. Par exemple, ce drone est à 2,2 millisecondes entre le gyro et la consigne envoyée au moteur, ce qui correspond à peu près à 7 boucles PID, vu que je suis en 3,2 GHz. Donc là, je suis tout juste dans la zone correcte. On pourrait chercher à optimiser davantage en retirant des filtres ou en les optimisant. Mais je cherche à ce que mon drone soit un minimum tolérant face à une hélice abîmée, face au vent, face à un défaut du châssis parce que je me suis craché. Donc j'ai fait le choix d'avoir un peu de sécurité en surfiltrant un peu plus que nécessaire. Donc là, c'est un choix personnel en fonction de votre cahier des charges. Freestyle, bandeau, ice ou long range. Et d'autres. Quelqu'un qui fait du bandeau va certainement pas chercher à réduire ses filtres, voire même il va en rajouter. Contrairement à celui qui fait de la race, où là il va chercher l'optimum en termes de pilotage. Depuis tout à l'heure, je vous dis qu'on peut réduire les filtres, mais jusqu'où? Comment on le mesure? Comment on le constate?
la Black Box de Betafly, PID Toolbox, Plasmastry et d'autres. Ces outils vont pouvoir vous calculer un spectre de bruit avant ou après filtrage. Et on va pouvoir constater si, pour les fréquences au-dessus de 100 Hz, si on est bien aux alentours des moins 30 décibels. C'est la target. Si on est au-dessus, il faudra rajouter des filtres. Si on est en dessous, on pourra éventuellement en enlever. Et pour le D terme du PID, il faudra viser les moins 10 décibels. Alors oui, le terme D du PID est très sensible au bruit, du coup il a ses propres filtres. Vous pourrez également regarder si le spectre de bruit non filtré a des pics de bruit qui dépassent les 0 décibels. Si ça vous arrive, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui vibre sur votre drone, du coup il va falloir le corriger physiquement. Soit c'est votre agencement qui fait ça, et du coup il faudra regarder s'il n'y a pas besoin de rajouter des filtres spécifiques plus tard. Donc, normalement, un drone sain n'est pas censé générer des bruits au-delà de 0 décibels avant filtrage. C'est des petits repères comme ça, hein. C'est pas parole d'évangile, mais ça aide bien. Parce qu'il faut bien avoir des repères quand même. Bon ok, il faut du Betafly et du PID Toolbox pour analyser mes vols. Mais n'importe quel vol. L'objectif sera de mettre le système sous contrainte maximale pour révéler les vibrations mécaniques ou bruit électronique. Alors avant toute chose, tunez un drone sain mécaniquement avec des hélices neuves, car les usées ne sont jamais abîmées de la même manière. Pour votre vol, vous allez monter lentement les gaz de 0 à 100% sur 5 à 10 secondes pour pouvoir avoir des spectres complets pour votre future analyse. Ensuite, vous allez effectuer des tonneaux rapides pour stresser les filtres des termes et pouvoir analyser le temps de latence dû au filtre. Et ensuite, vous allez provoquer des prop wash avec des descentes à plat pour voir comment les filtres gèrent ce type de vibration. Depuis tout à l'heure, je vous parle de filtres, mais lesquels? Les filtres RPM pour gérer le bruit des moteurs, les filtres coupe-bande dynamique pour gérer des fréquences particulières, comme par exemple la résonance du châssis si besoin, les filtres passe-bas pour gérer tout ce qui est anti-aliasing et le bruit de fond, et les filtres passe-bas pour le terme D du PID, qui est très sensible au bruit, qui a besoin de son propre filtre, on verra plus tard. La principale cause de bruit dans le drone FPV, c'est les moteurs. La méthode de base pour les traiter, c'est les filtres coupe-bande dynamique. À la base, ces filtres manquent de précision car ils doivent estimer le pic de bruit via des algorithmes ou des moyennes. Mais fin 2019, début 2020, Betafly arrive à optimiser cette méthode en faisant remonter des données de rotation moteur directement dans le contrôleur de vol. C'est le filtre RPM. Grâce à cela, le filtre RPM a un tracking beaucoup plus efficace du bruit avec des bandes de coupure beaucoup plus étroites, ce qui améliore grandement le filtrage mais aussi le temps de calcul de ces filtres. Et ces filtres RPM sont tellement efficaces que lorsqu'ils sont activés, Betafly réduit automatiquement certains filtres. Branchez le drone à l'ordinateur. Ouvrir Betafly et l'onglet Black Box. Activez le mode de périphérique de stockage de masse. Ouvrir Betafly Explorer sur un navigateur web. Allez chercher le fichier qui vous intéresse sur la mémoire du drone. Affichez les signaux non filtrés du gyro. Définissez la séquence de votre vol à analyser via la timeline. Appuyez sur I pour le début et O pour la fin. Cliquez sur l'icône d'analyse graphique et zoomez la fenêtre. Sélectionnez le signal non filtré de votre choix. Plus c'est blanc, plus il y a d'énergie dans le signal. Le noir, c'est 0. Le nombre de diagonales définit le nombre d'harmoniques à traiter. Ici, il y en a 2 évidentes. Faites un test pour voir si filtrer uniquement sur 2 harmoniques suffit. Ces diagonales commencent vers 150 Hz. Je prends 20 à 30 Hz de marge et essaye de monter la fréquence de démarrage à 120 Hz. Une fois ces 2 paramètres validés, je peux essayer d'augmenter petit à petit le terme Q vers 750 grand maximum. Dès que le bruit qui passe n'est plus acceptable, je redescends un peu. En ouvrant PID Toolbox, je peux voir si je peux réduire le poids du filtrage de chacune de mes harmoniques. Ici, la première et la troisième descendent vers notre référence de moins 30 décibels. Je laisse donc la force de filtrage par défaut à 100. La deuxième semble descendre plus bas que moins 30 décibels. Je peux donc éventuellement baisser la force de filtrage à 80. En observant le spectre de bruit, on peut parfois constater une tâche spécifique à une fréquence. Mais si votre drone est clean, pas de vis desserrée ou d'hélice en vrac, c'est certainement dû à un phénomène de résonance de votre drone, du châssis plus particulièrement. Et là, il va falloir mettre en place un filtre coupe-bande dynamique pour traiter ce bruit. Donc on identifie la fréquence problématique, on l'encadre à plus ou moins 20-30 décibels pour définir la fréquence minimale et maximale de mon filtre coupe-bande. On pourrait essayer d'optimiser ce filtre en jouant sur la valeur Q, qui je rappelle est le grain du filtre qui détermine la largeur de la bande de coupure. Et on va essayer de faire varier ce Q de 500 jusqu'à 750 maximum pour optimiser le temps de filtrage. Même si aucune bande de bruit de ce type-là est observée, il peut être intéressant de laisser quand même au moins un filtre coupe-bande dynamique de ce type en sécurité. Si pendant un vol il y a une hélice qui s'abîme ou qu'il y a un problème sur le châssis, vous allez vous retrouver avec une résonance massive en plein vol et rien pour l'absorber. Le filtre Giro 1 est l'un des ancêtres du filtre RPM. C'est un filtre passe-bas qui est plus filtrant au fur et à mesure que les gaz augmentent et est peu utile quand le filtre RPM est actif. Par contre, il faudra laisser ce filtre sur des drones dont l'électronique ne peut pas mettre en œuvre le filtre RPM, comme ce petit drone par exemple. Le filtre Giro 2, lui, sert d'anti-crénelage grâce au fait qu'il fonctionne exactement à la même fréquence
que le filtre gyro, et c'est d'ailleurs le seul à le faire. Donc pour les configurations où la boucle PID et la boucle gyro n'ont pas la même fréquence, c'est donc un filtre indispensable. Sinon on va avoir un phénomène d'escalier dans le signal, et ça c'est pas bon. Mais pour ceux qui ont une boucle gyro et PID qui ont la même fréquence de fonctionnement, ils seront tentés du coup de désactiver ce filtre, puisqu'ils n'auront pas ce problème d'anticrénelage. Bien que le filtre RPM supprime une bonne partie des bruits, tout ce qui va être bruit parasite, des roulements, des turbulences, du vent, etc., et ben notre filtre RPM n'est pas très efficace pour les traiter. Donc mieux vaut laisser un filtre passe-bas qui va s'en occuper. Du coup, Betafly préconise plutôt d'augmenter la fréquence de coupure de ce filtre plutôt que de le désactiver simplement. Le D-term est très sensible au bruit, car par construction, il va l'amplifier. On rappelle que D n'observe pas la valeur de l'erreur, mais sa vitesse. On a donc mathématiquement fait une dérivation de l'erreur, et cet objet mathématique tend à l'amplifier, cette erreur, et pas qu'un peu. Par conséquent, soyez très prudent quand vous allez réduire le filtrage du D-term, sinon vous allez tout péter. Et bien entendu, ne les désactivez jamais ces filtres. Il est préconisé d'optimiser le PID avant d'optimiser ce filtre. Si le spectre de bruit du D-term est inférieur à au moins 10 décibels qui est notre target pour le D-term, et que les moteurs ne sont pas chauds au toucher, alors on pourra essayer d'optimiser le filtre, en utilisant le curseur mis à disposition par Betafly. Préserver les valeurs du tuning de base qui sont déjà très cohérents. Et juste pour conclure, on a deux filtres. Un filtre coupe bande dynamique pour les fréquences basses, et un filtre passe-bas pour les fréquences plus hautes. C'est une sorte de méthode hybride qui va gommer les défauts du filtre passe-bas pour les basses fréquences. Exactement la même chose que les filtres coupe-bande dynamique que l'on a vu précédemment, sauf que là c'est destiné au D-term. Mais vu que dans 99% des cas, les filtres précédents sont largement suffisants, on utilise rarement ces filtres coupe-bande. À moins que dans le spectre du D-term vous observiez un bruit particulier à traiter, normalement ils sont désactivés. Ce filtre aide à réduire les vrilles en lacets qui ont lieu lors des collisions, ce qui est intéressant surtout pour les petits drones. En effet, lors d'une collision, on peut se retrouver avec un moteur qui se bloque et le tout part en couille. Ce filtre vire donc les pics de bruit causés à l'impact. Le contrôleur de vol reste plus calme et corrige mieux la rotation. Et le drone se redresse plus vite au lieu de partir en vrille incontrôlée. Filtre d'autant plus intéressant quand vous avez des petits drones avec des petites cages autour des hélices, car ce châssis protecteur au niveau des hélices a tendance à amplifier les bruits lors des impacts. Betafly met à disposition deux types de filtres passe-bas, le PT1 et le Biquad. Le PT2 n'étant que deux filtres PT1 appliqués successivement, et le PT3, trois filtres PT1 appliqués successivement. Le filtre Biquad est le plus efficace. Il préserve au mieux les basses fréquences tout en atténuant efficacement les hautes fréquences, contrairement au PT1 qui est moins performant sur tous les aspects. Cependant, le PT1 est souvent préféré au Biquad, car il est suffisant pour les drones sains et surtout beaucoup plus rapide en termes de calcul. Si le bruit persiste, optez pour le PT2. Il filtre mieux que le PT1, mais reste moins efficace que le Biquad. Il est néanmoins prioritaire en premier recours, grâce à son temps de calcul réduit par rapport au Biquad. Pour un filtrage encore plus agressif, passez au Biquad. Il est un peu moins puissant que le PT3, mais offre un délai de calcul bien plus faible. Le PT3 est rarement employé en raison de son délai de calcul qui frôle les limites de l'acceptable. Tout comme les filtres, il va falloir faire des vols de test. Mais au lieu de mettre le système sous contrainte pour révéler les vibrations, nous allons nous concentrer sur les oscillations. Du coup, ce ne sera pas tout à fait le même type de vol. Tout comme pour les filtres, votre drone doit être sain, pas de vis desserrées ou que sais-je. Nous nous focaliserons dans un premier temps dans le réglage du P et du D. Et surtout toutes les options qui servent à optimiser le PID doivent être désactivées. Feed forward à 0, amortisseur dynamique 0, désactiver le I-term relax, la rotation I-term et l'antigravité. On reviendra sur ces notions plus tard. Réduire les gains I au minimum, car un excès de I peut créer des dépassements, empêchant le bon réglage du P et du D. Certains réduisent le gain I à 0, mais mieux vaut viser une valeur de 0,2 afin de garder un minimum de stabilité. Pour régler ces valeurs de PID, nous allons essentiellement utiliser les sliders proposés par Betafly. Car par défaut, les valeurs PID sont cohérentes entre elles. Il ne s'agirait pas de foutre le bazar. Il y a beaucoup de méthodes dans la communauté pour régler les PID. Perso, je pars d'un preset adapté aux drones et aux pilotes, et je me réfère aux préconisations de Betafly, le tout assisté avec un outil analytique comme PID Toolbox. Pour régler le P, nous allons commencer à faire des séries de vols courts d'environ 30 secondes en enchaînant les flips. Augmentez le P au fur et à mesure et stoppez dès que vous commencez à avoir des oscillations en fin de flip. La valeur du P qui a commencé à générer ces oscillations, vous la réduisez de 70% et ce sera votre valeur P pour votre tune. Pour régler le D, nous allons faire une série de 5-6 vols autour de la valeur D stock ou de votre preset. Vous allez ensuite foutre tous ces vols dans PID Toolbox et vous allez réclamer la courbe de réponse PID. Et une fois que vous avez vos 5-6 courbes, vous choisissez le vol associé à la courbe la plus propre. Puis on termine avec le réglage de I en mettant des coups de gaz et des chutes sur la tranche. On va augmenter la valeur de I jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'oscillation pendant cette chute. Le terme I dans Betafly a une fenêtre de réglage assez large, et c'est d'autant plus vrai que le drone est puissant. Et ça justifie le fait qu'on règle I en dernier. Pour résumer, on augmente les P jusqu'à ce que l'on observe dans nos lunettes des rebonds en fin de flip, pour ensuite garder 70% de la valeur du P qui a commencé à provoquer ces instabilités. On ajuste le D à ce P à l'aide d'outils analytiques de boîte noire en cherchant la courbe la plus propre. Et on termine avec les I jusqu'à ce que la stabilité en vol nous convienne.
Un drone a beaucoup d'autorité sur l'axe du roll et du pitch grâce à la force de poussée des moteurs, contrairement au yacht où seul l'écart de rotation des moteurs mettra cet axe en mouvement, ce qui le met au rang des axes les moins dynamiques et de loin. C'est pour ça qu'on choisira le mode RP plutôt que le mode RPY dans Betafly. On réglera le roll et le pitch et ensuite le yaw parce que l'écart d'autorité est beaucoup trop grand. L'axe du pitch a tendance à être plus mou que l'axe du roll à cause du fait que l'architecture allongée du drone lui impose plus de masse à mettre en mouvement. Sauf pour les drones symétriques, là il n'y a pas trop de problème. Du coup, après réglage, il est tout à fait possible de constater un roll bien réglé, mais un pitch un peu mou. Il faudra alors non pas augmenter, mais bien descendre le PID du roll, grâce au slider de tangage de Betafly. En effet, les méthodes de PID cherchent à maximiser le P. Du coup, si on cherche à augmenter le PID de l'axe qui manque de punch, on va avoir un problème moteur. Ils seront incapables d'appliquer le PID, ils manqueront de puissance, et on va avoir des oscillations et ce sera pas bon. Donc si après un réglage PID, un axe vous paraît plus mou que l'autre, alors il faudra downgrader l'axe le plus dynamique. Le feed-forward est juste un paramètre qui augmente la réactivité du drone. Alors que le PID observe l'erreur, le feed-forward, lui, va regarder la vitesse de variation des sticks et va apporter une correction proportionnelle à celle-ci. En fait, par construction, le PID sera toujours en retard lors de la variation rapide des sticks. Et le feed-forward vient corriger cela. Le feed-forward a donc le même objectif que le P-terme du PID, apporter de la réactivité. Ce surplus de réactivité sera bienvenu pour le pilotage agressif, mais le tranquille passera son chemin. Donc comme le I-terme du PID, nous sommes sur un facteur personnalisable. La black box nous permettra de voir si on a mis trop de feed-forward. La base, c'est que le feed-forward et le P travaillent ensemble. Mais si le feed-forward est trop élevé, le P va rentrer en conflit avec lui. Et du coup, on va avoir des courbes qui vont s'opposer alors que normalement, elles devraient suivre la même direction. Donc pour éviter d'avoir des oscillations et sursolliciter les moteurs, il faudra réduire le feed-forward. On rappelle que le I sert à affiner les corrections apportées par le PID. Il n'a pas donc vocation d'intervenir lors des manœuvres rapides. C'est surtout au P de corriger ses erreurs, pas au I. Car s'il intervenait pendant ces manœuvres rapides, on aurait des rebonds lents en fin de mouvement. Et ça, c'est pas cool. Donc soit on réduit les valeurs de I pour limiter la casse, au détriment de la stabilité du drone, soit on utilise le I-terme relax. Grâce à cela, on pourra augmenter comme on veut les valeurs de I pour lutter contre le propage et le vent et autres instabilités, sans avoir ces contraintes lors des variations rapides. Le cutoff est le paramètre principal du I-terme qui va déterminer à partir de quelle vitesse, soit du gyro, soit du side point, on coupe les I. Et du coup, vous pourrez choisir sur un drone soit plus fluide, soit plus stable. Pendant que le I-terme relax bloque l'action du I pendant les manœuvres rapides de drone, on va avoir l'antigravité qui lui au contraire va venir booster le I pendant les mises rapides des gaz. À plein gaz, il faut beaucoup de I pour éviter de voir le nez du drone piquer en haut ou en bas, voire de pivoter. L'antigravité permet d'envoyer une cavalerie de I pour contrer cela. On pourra donc se permettre d'avoir un I bas de croisière pour avoir un drone très fluide et avoir un sort de I turbo en réserve lorsqu'on va mettre les gaz en grand. Pour la rotation I-terme, ça va être rapide, ça permet juste d'avoir un drone plus intuitif pour le pilote qui n'a pas de lunettes, pour le pilote qui contrôle la vue. Imaginez que vous êtes bipolaire. Vous commencez un vol de façon dynamique, puis vous le terminez tranquillement en mode cinématique. L'idéal, ce serait d'avoir un PID réactif et switcher tranquillement sur un PID soft. Le slider semble être la solution à cela, mais d'un, vous n'y avez pas accès pendant le vol, et de deux, ce serait bien que ça se fasse automatiquement. Mais c'est pas le cas. Et c'est là que le D-Max arrive. Sur les mouvements rapides, les termes D seront boostés et rendra votre drone plus réactif. Quand vous vous calmez, les termes D redescendent, votre drone devient plus doux et évite de faire des micro-corrections en permanence. Mieux vaut cela que de chercher à maximiser les D sur l'ensemble de votre vol. Vous gagnerez en autonomie, en fluidité et éviterez des problèmes de vibration. Car je le rappelle, les termes D amplifient les vibrations et peuvent même aller détruire vos moteurs. Mieux vaut éviter d'en avoir trop et de les minimiser pendant un vol, surtout si vous volez tranquillement. On appellera la cavalerie uniquement quand on enverra des coups de watts. Si après avoir réglé vos PID, vous obtenez des vibrations à plein gaz, c'est que vous aurez besoin du TPA, le Throttle PID Atténuation. Ce TPA baisse le coefficient P et D à partir d'un certain seuil des gaz. Grâce à lui, vous pourrez booster les valeurs du PID au maximum sans avoir à vous soucier de potentielles vibrations quand vous ouvrirez les gaz en grand. Bon, bah là on vient de bien manger. À vous de jouer, continuez votre apprentissage, peaufinez. Ne vous laissez pas absorber par le tuning à outrance, l'idée de base c'est d'aller voler quand même. Sur ce, bon apprentissage et surtout bon vol.